Et si la raison pour laquelle une équipe fait complètement du surplace, ou même qu'un projet personnel s'enlise, bah, ça n'avait absolument rien à voir avec un manque de compétences. C'est souvent la première chose qu'on se dit pourtant. Grave. On se dit toujours, c'est parce qu'on n'est pas assez bon. Mais et si en fait, tout découlait d'un bug fondamental dans la façon dont notre propre cerveau traite l'information? Ou même comment ils gèrent la peur de l'échec. Exactement. Aujourd'hui, on entame une exploration approfondie d'une véritable montagne de recherche. Franchement, c'est fascinant. On a de tout, hein. Ouais, sur la table, on a croisé des études en ingénierie pédagogique, des analyses sociologiques sur la dynamique des groupes et des documents hyper pointus en psychologie du leadership. Alors, pour rassurer tout de suite ceux qui nous écoutent, l'ambition de cette analyse, c'est pas du tout de faire un cours magistral d'ennuyeux. Ah non, surtout pas. Le but, c'est vraiment d'offrir un accès direct, un raccourci vers la mécanique humaine. Comprendre ce qui déclenche réellement l'action, comment notre architecture mentale filtre la réalité, et surtout par quel processus on arrive à générer de l'intelligence collective, plutôt que du chaos. C'est ça. On va littéralement soulever le capot du cerveau. Et il y a une idée super percutante qui ressort de tous ces textes. C'est une règle non négociable. Laquelle? Bah, avant d'espérer influencer qui que ce soit, avant de vouloir changer la dynamique d'un groupe, faut d'abord réaliser l'audit interne de sa propre personne. Ouais, l'introspection. Voilà. En fait, on ne peut pas piloter la fusée si on n'a jamais pris la peine d'ouvrir le manuel d'utilisation du pilote, quoi. C'est une excellente métaphore. Et cette notion de connaissance de soi, elle revient comme un impératif absolu dans nos sources. Mais, petite précision, les chercheurs ne parlent pas d'une espèce de vague introspection spirituelle sous un arbre. Pas de méditation transcendantale. Non, c'est très clinique. Ils décomposent cette connaissance de soi en 4 piliers bien distincts. Ok, on y va pour les 4. Alors, il y a d'abord la perception de soi. Ça, c'est l'image que l'on a de soi-même et qui est d'ailleurs très souvent déformée. On se voit souvent mieux ou bien pire que ce qu'on est en vrai. Exactement. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'identité personnelle. Ça regroupe nos valeurs fondamentales, nos croyances. Ce qui nous définit en gros. C'est ça. Le troisième pilier, c'est l'estime de soi. Et attention, faut pas la confondre avec la perception. C'est quoi la différence du coup? L'estime, c'est vraiment la valeur fondamentale, le respect que l'on s'accorde au fond de soi, peu importe nos réussites ou nos échecs. C'est inconditionnel. D'accord, je vois. Et le quatrième? Le quatrième pilier, c'est la conscience émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à scanner ses propres émotions en temps réel. Ok, donc pour filer ma métaphore de l'audit de tout à l'heure, c'est exactement comme analyser une grosse entreprise avant une restructuration en fait. C'est tout à fait ça. On ne peut pas optimiser une chaîne de montage si on ne sait même pas ce qui se trouve dans les entrepôts, ni comment les machines réagissent quand elles sont en surchauffe. Faire des plans de croissance sans cet inventaire de base, bah, c'est avancer complètement à l'aveugle. Et le risque, c'est que toute décision prise sans cette lucidité va être parasitée par nos angles morts. C'est clair. Par exemple, une faible conscience émotionnelle, ça empêche d'identifier un déclencheur de stress. Et le résultat, au lieu de traiter le problème avec calme et rationalité, l'individu va réagir de manière hyper impulsive. Sous le coup de la colère. Voilà, la colère ou la peur. Et ultimement, il va saboter ses propres relations professionnelles ou personnelles. Alors, je te coupe parce que je vais faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Quand on lit ces textes qui poussent à scruter ses moindres petites émotions, à évaluer son identité et son estime perso tous les 4 matins, est-ce qu'on risque pas de basculer dans un égocentrisme total? Genre le culte du nombril? C'est marrant que tu dises ça parce que c'est une objection très courante, mais nos auteurs démontrent vraiment l'inverse. Ah bon? Oui, l'égocentrisme, c'est un système fermé. L'individu est la finalité de tout. Alors que l'introspection, telle qu'elle est décrite dans nos documents, c'est un outil de régulation au service des autres. Au service des autres? C'est-à-dire, Bah, en cartographiant nos propres failles, nos biais, nos peurs, on évite justement de projeter toutes nos frustrations sur les membres de notre équipe ou sur notre famille. ah, on arrête de faire payer nos problèmes aux autres en fait. Exactement. C'est pas un repli narcissique du tout, c'est même un acte de responsabilité relationnelle majeur. Ok, vu sous cet angle, c'est fascinant. Et ce qui est cool, c'est que les documents ne se contentent pas de grandes théories. Ils proposent vraiment une ingénierie de l'introspection. Il y a des outils pratiques. Tout à fait. L'une des méthodes que j'ai adorées, c'est la tenue d'un journal très spécifique. Il faut se concentrer sur 3 questions quotidiennes qui sont franchement redoutables. Quelles sont-elles? Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Pourquoi l'ai-je ressenti? Et comment puis-je m'améliorer demain? On est tellement loin du petit journal intime classique avec le cadenas, là on est dans la boucle de feedback itérative. Ouais, c'est puissant. Parce que ce mécanisme force le cerveau à objectiver l'émotion, on la met à distance. Mais l'outil le plus déstabilisant présenté dans nos sources, c'est sans doute l'exercice du fameux décalage. Oh là là, cet exercice, j'ai tellement aimé cette partie. L'introspection a ses limites. On est tous biaisés avec nous-mêmes. Donc cet exercice propose de confronter notre audit interne à la réalité du terrain. Et la consigne, elle est simple, mais elle est cruelle. Ouais, très cruel. En gros, on prend un bout de papier, on liste 5 de nos propres forces et 5 faiblesses. Jusque-là, ça va.
Mais ensuite, on va trouver des collègues ou des proches réputés pour leur grande franchise et on leur demande de nous définir en 3 mots. Et c'est là que ça pique. Grave. On compare les deux listes. Les textes expliquent que le choc entre ce que l'on croit projeter et ce que l'extérieur perçoit réellement, ça crée un véritable séisme cognitif. Un séisme, oui, Mais c'est dans ce décalage que se cachent les données les plus précieuses pour évoluer. totalement. Ce séisme, il permet de briser les illusions. Mais une fois que cet audit de base est fait, une fois que l'on sait exactement avec quel moteur on voyage, il y a une nouvelle problématique qui arrive. Comment on démarre le moteur? Voilà comment on le démarre et surtout comment on le maintient en marche quand la route devient pleine de nids de poules. Ce qui nous amène direct à la mécanique de la motivation. C'est fou parce que j'ai toujours cru que la motivation, c'était une sorte de, je sais pas, d'énergie mystique. Genre, on est avec ou pas. C'est ça, genre, soit on se lève motivé, soit on ne l'est pas. Mais les recherches en psychologie de l'éducation qu'on a épluchées balaient complètement cette idée. Complètement. La motivation est décrite vraiment comme une machine à 4 engrenages ultra précis. Le premier engrenage, c'est le déclencheur. C'est l'étincelle initiale, la raison primordiale qui nous pousse à agir. Ensuite, le deuxième, c'est l'orientation. Le but poursuivi, quoi. Exactement. Et l'analyse montre de façon hyper répétée qu'un but flou ou mal défini, ça détruit instantanément la mécanique. Le cerveau humain a absolument besoin d'une cible nette pour allouer son énergie. Donc si on a une cible nette, on passe au troisième engrenage, l'intensité. C'est l'énergie immédiate qu'on va brûler. Et le quatrième, qui est le plus critique selon toutes les données, c'est la persistance. La capacité à maintenir cette intensité dans la durée. Et c'est là que l'effondrement se produit la plupart du temps, non? Oui, très souvent. Et pour comprendre cette panne, faut regarder le type de carburant qu'on utilise. Nos documents tracent une ligne rouge très épaisse entre deux mondes, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Ok, explique-nous la différence. La motivation extrinsèque, elle est dictée par l'environnement extérieur. Obtenir une prime financière, gagner un statut social, ou à l'inverse, éviter un blâme, échapper à un licenciement. Le fameux coup de la carotte et du bâton. Voilà. Et ce carburant-là est extrêmement volatile. Attends, parce que là, une prime de fin d'année hyper généreuse, ça motive pourtant de façon assez spectaculaire, non? Pourquoi les sources sont si dures avec ce modèle? À très court terme, oui, ça marche. Mais neurologiquement parlant, l'effet de nouveauté et la décharge de dopamine liée à une récompense externe s'estompent super vite. Ah, C'est un concept qu'on appelle l'adaptation hédonique. Pour maintenir le même niveau d'intensité, il faudrait augmenter constamment la récompense. ce qui est financièrement intenable pour n'importe quelle boîte. C'est intenable. Et à la première grosse difficulté, si la carotte n'est plus jugée suffisante face à la taille de l'effort demandé, l'individu abandonne. C'est logique. Avec nos valeurs profondes, c'est littéralement le seul carburant capable d'alimenter la persistance sur un temps long. Mais même avec le meilleur carburant intrinsèque de la Terre, il y a quand même un mur géant que la persistance redoute par-dessus tout. Lequel? L'échec. Ce point-là m'a particulièrement frappé quand on lisait les notes. On y découvre que l'échec, c'est pas juste un concept intellectuel abstrait ou une petite déception psychologique. Non, c'est bien plus profond. En fait, notre cerveau, et plus particulièrement l'amygdale, perçoit l'échec et la menace pour notre ego de la même manière qu'une vraie menace vitale physique. L'échec active carrément les circuits de la douleur physique. Mais pourquoi? C'est fou. C'est parce que notre biologie n'a pas du tout évolué au même rythme que nos structures sociales. Le cerveau primitif associe le rejet social ou un échec en public à une mise au banc de la tribu. Et à l'époque préhistorique, être exclu de la tribu, c'était la mort assurée. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met en place des stratégies d'évitement monumentales face aux moindres risques. Pour pas mourir, selon notre cerveau. C'est ça. Mais nos sources montrent que cette réaction archaïque, elle peut être contournée par ce qu'ils appellent une reprogrammation cognitive. Et l'anecdote de l'enseignant, qui est détaillée dans l'une des recherches, en est une parfaite illustration. Ah oui, ce cas d'école est bluffant. On parle d'un enseignant universitaire qui passe des mois entiers à concevoir le cours en ligne parfait. Il y a mis tout son cœur. Tout l'œuvre. Le contenu est exhaustif, les slides sont magnifiques. Il lance son cours en ligne avec fierté. Et là, c'est le désastre absolu. Aucun engagement. Zéro, des élèves qui décrochent, un silence glacial. Franchement, la douleur de l'échec a dû être foudroyante pour lui. Le réflexe classique, là, ce serait de blâmer les étudiants, de se dire ils sont paresseux, ils comprennent rien, ou alors d'abandonner en se disant « je suis pas fait pour ça Ça, c'est le fameux cercle vicieux de la protection de l'ego. ». Ouais, Mais cet enseignant a utilisé un protocole de réécriture de l'échec. Au lieu de fuir la douleur, il a pris du recul et a décortiqué la situation de manière totalement dépassionnée. comme une machine. Il a compris, en analysant les données, que la perfection de son contenu, elle importait peu s'il prenait pas en compte les contraintes réelles de ses étudiants. Genre leur problème de connexion Internet. Oui,
ou leurs besoins d'interactivité. Donc, il a transformé une énorme blessure narcissique en un formidable plan d'action technique. Il a séparé l'émotion de l'information. C'est brillant. Et ça résonne tellement avec cette citation de Mark Twain qu'on a trouvé nichée dans les documents de synthèse. Ah oui, très belle citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Savoir dédramatiser l'échec, c'est pas faire preuve de naïveté toxique ou nier que l'échec fait super mal. C'est juste refuser de laisser l'amygdale prendre le contrôle total de l'histoire. Exactement. C'est transformer un mur perçu comme infranchissable en une simple information sur la solidité des matériaux du mur, quoi. Cette métaphore du mur, elle est super juste. Mais il y a une dimension supplémentaire à prendre en compte. On observe que face à ce même mur, deux personnes hyper motivées de façon intrinsèque ne réagiront pas du tout de la même manière pour le franchir. C'est vrai ça. L'un voudra déconstruire le mur, prudemment, brique par brique, et l'autre voudra carrément inventer une catapulte pour passer par-dessus. Mais pourquoi une telle différence? Parce que notre cerveau n'est pas qu'un simple moteur à motivation, c'est aussi un filtre perceptif extrêmement spécifique. Et c'est là qu'on plonge dans le modèle de Nederman, le fameux HBDI, Herman Brain Dominance Instrument. Un outil redoutable. Franchement, j'ai eu l'impression de découvrir la matrice en lisant cette partie de l'analyse. L'idée centrale, c'est que nos décisions, notre façon de communiquer, et même ce qui déclenche notre persistance, tout ça est dicté par une architecture cérébrale prédominante. On ne voit tout simplement pas le monde de la même manière. C'est fou. Le modèle divise nos préférences cérébrales en un quadrant de 4 grandes dominantes. Elles sont souvent associées à des couleurs pour simplifier. Ah vas-y, détaille-nous ça. Mais attention, je précise que c'est pas pour enfermer les gens dans des cases définitives, c'est plutôt une cartographie de nos préférences naturelles. Ok, compris. Prenons le quadrant bleu. Le profil bleu, c'est quelqu'un qui fonctionne à la rationalité pure. Le logique. C'est l'hémisphère gauche, focalisé sur la performance, l'analyse factuelle, les chiffres. Si tu lui présentes un projet, il va te demander le retour sur investissement immédiat. C'est le roi du tableur Excel, quoi. Et juste à côté de lui, on trouve le cadran en vert. Le vert, c'est la méthode, la séquence, l'organisation méticuleuse. Il est prudent, très à cheval sur les règles et les normes. Soumettre une idée improvisée à la dernière minute à un profil vert, c'est l'assurance de déclencher chez lui une anxiété profonde. Il va péter un câble, quoi. Il a besoin d'évaluer chaque risque avant de faire le moindre pas. C'est ça. Et alors, en opposition diagonale totale au bleu, on trouve le cadran rouge. Ici, la logique froide, elle est remplacée par la primauté des émotions et de la relation humaine. Le contact avant tout. Le rouge est intuitif. Il est kinesthésique. Il peut percevoir l'humeur générale d'une pièce en une fraction de seconde. Il a un besoin viscéral de communiquer, de maintenir l'harmonie du groupe. Pour lui, le processus administratif compte bien moins que l'humain qui l'exécute, en fait. Exactement. Et pour clore le cadran, on a le jaune. Ah, le jaune, l'électron libre. Synthétique, expérimental, il bouillonne toujours d'idées, souvent disruptives, voire un peu perchées. Il vit dans le futur, ce profil. Il déteste la routine et fuit la contrainte des petits détails. Imagine un peu le cocktail explosif lors d'une réunion de travail. Oh oui, la catastrophe. Un profil jaune arrive et lance une idée révolutionnaire, mais il n'a absolument aucun plan pour la réaliser. Et là, le bleu va détruire son idée directe parce qu'il n'y a aucune donnée financière. Le vert va faire une crise de panique face à l'absence totale de processus. Et le rouge va essayer de consoler tout le monde pour sauver l'ambiance. C'est génial. Et c'est là le cœur du problème des incompréhensions, que ce soit au travail ou même à la maison dans la sphère privée. Ces 4 profils utilisent des langages radicalement différents. Et l'enjeu majeur de ce modèle HBDI, c'est pas seulement de connaître sa propre couleur, c'est de développer la plasticité nécessaire pour s'adapter à la couleur de son interlocuteur. C'est exactement comme les systèmes d'exploitation de nos téléphones ou nos ordis, tu vois. Si mon cerveau est programmé sous un équivalent de Windows, je suis super efficace dans mon domaine. Très analytique, très bleu, quoi. Oui. Mais si j'essaie de transférer une idée brute vers quelqu'un qui a un système Android ou iOS qui fonctionnerait sur une logique totalement rouge ou jaune, si j'utilise pas le bon protocole de communication, le transfert échoue. La machine plante. C'est ça, faut télécharger une mise à jour. Un pont de traduction émotionnelle et sociale. C'est une super image. Et cette capacité à faire des mises à jour constantes de son propre système pour interagir avec fluidité avec tous les autres quadrants, c'est précisément ce qui marque la frontière décisive entre la simple gestion d'un processus et le véritable leadership. Ah, on y vient. Attaquons cette fameuse notion de leadership. Franchement, l'idée reçue la plus tenace qu'on se traîne culturellement, c'est celle du leader providentiel. Le sauveur. Ouais, ce super-héros ultra charismatique qui entre dans une pièce auréolée de lumière et tout le monde le suit d'instinct grâce à une espèce de don génétique. Mais nos recherches déchiquettent complètement ce mythe. Totalement. C'est du flan. Le leadership n'est ni magique, ni inné. C'est une architecture de compétences qui s'apprend, qui s'entraîne et qui se cultive. Ça rassure d'un côté.
Nos textes identifient plusieurs piliers qu'on peut construire de toutes pièces. La formulation d'une vision claire, la maîtrise de la communication adaptée aux fameux quadrants cérébraux dont on vient de parler, la construction de la confiance et la capacité de réalisation. Donc, ça veut dire qu'un leader jaune inspirera par sa grande vision du futur, là où un leader vert, par exemple, va rassurer les troupes par sa capacité à sécuriser tout le chemin, étape par étape. Exactement. Il n'y a pas de profil type ou de couleur obligatoire pour être un bon leader. La distinction la plus radicale que soulignent les sociologues dans nos documents, c'est la différence entre le pouvoir et le leadership. Et on a tellement tendance à fusionner ces deux concepts dans le langage courant. Tout le temps. On regarde l'organigramme d'une entreprise, on voit le grand patron tout en haut et on se dit, voilà, c'est lui le leader. Mais c'est une erreur de diagnostic colossale. Complètement. Le pouvoir, par définition, c'est une mécanique contraignante. Il s'appuie sur des leviers institutionnels ou formels. Tu peux détailler? Bah, on détient un pouvoir parce qu'on a le droit de signer les fiches de paye, parce qu'on peut licencier quelqu'un, ou même parfois parce qu'on détient une information vitale que les autres n'ont pas. Et donc les gens obéissent. Oui, mais l'obéissance générée par le pouvoir, elle est purement transactionnelle, ou basée sur la peur. Je fais ce que tu dis parce que mon contrat de travail m'y oblige. Et la limite, elle est simple. Dès que la contrainte disparaît, l'action s'arrête net. C'est de la coercition déguisée en costume-cravate. C'est ça, alors que le leadership décrit dans ses études, c'est le phénomène de l'adhésion volontaire. C'est l'art d'inspirer les autres à vous suivre, même s'ils ne sont pas obligés, tout simplement parce qu'ils croient en la direction qui est pointée. C'est fort. D'ailleurs, le texte précise un truc hyper important. La simple influence, genre les techniques de persuasion un peu manipulatrices ou le lobbyisme, ça suffit pas à faire un leader. Ah non. L'influence, ça peut convaincre quelqu'un d'acheter un produit à un instant T ou de voter pour une idée. Mais le leadership, c'est insuffler un mouvement pérenne. Sur la durée. Et cette dynamique, elle soulève une nouvelle complexité. Un leader, même exceptionnel, si la personne à guider, c'est juste un type qui se promène tout seul dans la forêt, quoi. La notion de leadership n'existe que par l'existence du groupe. C'est indissociable. Et l'observation scientifique de ces groupes révèle des mécanismes de fonctionnement qui sont bien éloignés des belles procédures officielles qu'on trouve dans les manuels RH. Ce qui nous plonge directement dans l'art complexe d'atteindre ce qu'on appelle la synergie de groupe. Les sociologues étudient beaucoup la dichotomie entre les groupes formels et les groupes informels. Le groupe formel, tout le monde voit ce que c'est. C'est le département des finances, le comité de direction officiel ou le conseil municipal. Bref, les rôles sont écrits sur des fiches de poste. Mais la réalité, la vraie météo sociale d'une entreprise ou même d'une communauté, elle se joue complètement ailleurs. Ouais, elle se cristallise dans les groupes informels. Le rassemblement spontané autour de la machine à café, tu vois. Ou le fameux groupe WhatsApp non officiel, où il n'y a pas les chefs. Ou juste les collègues qui partagent le même train tous les matins. C'est ici, totalement en dehors de l'organigramme, que se créent les véritables alliances. C'est là que se forgent les rumeurs et que s'installe la vraie motivation. Ou le cynisme total. Et au sein de cette dynamique informelle, c'est fou, on voit émerger naturellement des rôles sociaux non prescrits. Personne ne les a nommés, mais ils sont là. Les fameux rôles informels. On connaît tous l'émergence du leader naturel, qui sur le papier n'est peut-être qu'un simple technicien niveau 1, mais que tout le monde écoute. Mais il y a d'autres figures fascinantes qui apparaissent. L'opposant, par exemple. Ah, l'opposant. Généralement, on a tendance à vouloir s'en débarrasser très vite parce qu'il ralentit tous les projets avec ses objections. Mais les sources montrent qu'il est capital pour la santé du groupe. S'il est constructif, bien sûr, il joue un rôle d'innovateur vital. Il force le groupe à ne pas sombrer dans la complaisance intellectuelle. Il évite le côté « on dit tous oui au chef », comme des moutons. Voilà. Après, évidemment, s'il est purement destructeur et de mauvaise foi, il aspire tout l'oxygène de la pièce et bloque tout. Faut faire le tri. À côté de l'opposant, il y a le médiateur. Lui, il intervient pour fluidifier les tensions en douce. Et il y a un autre profil très très commun, le régulateur émotionnel. Le fameux clown de service, parfois. C'est souvent l'individu qui dégaine une petite blague dès que la pression monte dans une réunion. Et bon, l'humour, c'est un lubrifiant social indispensable, on est d'accord. Mais les études mettent en garde sur ce rôle. Oui, parce que ce mécanisme est parfois utilisé pour esquiver systématiquement l'affrontement des vrais problèmes de fond. Au lieu de régler le conflit, on rit et on met le problème sous le tapis. L'humour devient une fuite. Mais s'il y a bien un rôle qui est à souligner, et je sais qu'il t'a surpris, Ah oui, j'ai été sincèrement choquée à la lecture des documents. C'est la réhabilitation sociologique complète du suiveur. c'est très contre-intuitif. Totalement. Parce que culturellement parlant, aujourd'hui, traiter quelqu'un de suiveur, c'est presque une insulte. C'est péjoratif. Ouais, ça renvoie à une image de passivité, d'absence de volonté, de docilité molle.
De nos jours, on fait un culte absolu du leader, de l'initiative individuelle à tout prix. Et pourtant, cette perception est une erreur d'analyse fonctionnelle monumentale. Explique-nous pourquoi. Sans le rôle de suiveur, l'existence même du groupe est impossible. Le suiveur, c'est celui qui, une fois la vision proposée, l'accepte, la valide par son adhésion active et surtout lui donne la force du nombre. C'est le ciment de l'action collective en vrai. Exactement. Imagine un instant un groupe composé exclusivement de 10 leaders hypervisionnaires avec des profils très affirmés, mais sans aucun suiveur pour ancrer et réaliser leurs idées. Oh là là, ça finit en bataille d'ego géante et le groupe implose en 5 minutes chrono. On construit rien du tout. C'est là qu'on réalise à quel point la cohésion repose sur une alchimie super fragile entre tous ces rôles. Et pour mesurer cette alchimie, nos chercheurs ont sorti un outil de diagnostic stupéfiant, le synergiomètre de Roger Mucchielli. J'adore ce nom, le synergiomètre. C'est classe, hein. Mucchielli propose une échelle de maturité collective qui va de 1 à 5. Le niveau 1, c'est le degré 0, la désorganisation totale. La communication est chaotique, la confiance entre les membres est littéralement inexistante. Chacun pour sa peau. Le niveau 2, c'est ce qu'il appelle la coopération minimale. Les individus travaillent côte à côte, ils font acte de présence, mais au fond, ils luttent secrètement pour leurs propres intérêts et ne partagent aucune information clé. Ça, c'est le fonctionnement silo qu'on voit dans tellement de grosses boîtes. Puis on grimpe. Le niveau 3, c'est la coordination. On commence enfin à se concerter. Le niveau 4, c'est la véritable collaboration. On bosse ensemble pour de vrai. Et enfin, le Graal, le niveau 5, le stade suprême de Mucchielli, la synergie. À ce niveau-là de développement, la confiance est tellement forte que l'intelligence collective prend totalement le relais. Le groupe devient un organisme vivant à part entière, capable de résoudre des problèmes d'une complexité vertigineuse, et avec des résultats qui sont bien supérieurs à la simple addition des petites intelligences individuelles des membres. 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Et la grande force de cet outil, le synergiomètre, c'est de fournir un miroir objectif. Ce n'est pas un système de notation punitive. Le but n'est pas de dire « Oh, l'équipe marketing est nulle, ils sont niveau 2 ». Pas de blâme. L'objectif, c'est de s'asseoir tous ensemble autour de la table et de se demander avec une honnêteté radicale à quel niveau on opère actuellement. Est-ce qu'on est coincé au niveau 2? Et si oui, quel mécanisme relationnel ou quel filtre de nos cadrans cérébraux on doit réajuster pour franchir un cap? C'est vraiment un retour direct à la notion de diagnostic dont on parlait tout au début. Ça boucle magistralement l'analyse de nos documents. Complètement. Si on prend un peu de recul sur toute cette masse d'informations qu'on vient de brasser, on réalise le chemin de fou qu'on a parcouru. C'est vrai, on a commencé par l'introspection la plus intime, avec l'audit de notre estime de soi et de nos forces. Ensuite, on a mis le doigt sur les engrenages de notre motivation en trouvant notre carburant intrinsèque, le seul qui soit durable. On a décodé les filtres colorés de notre fameux système d'exploitation cérébrale avec le modèle HBDI de Herman. Et fort de toute cette lucidité, on a vu comment il devenait possible de forger un leadership d'inspiration volontaire plutôt qu'un pouvoir de contrainte. Pour finalement réussir à élever un simple rassemblement d'individus vers l'état de synergie pure. Cette progression ultra-logique, elle démontre bien à quel point la frontière entre le développement purement personnel et l'efficacité collective, elle est totalement poreuse. C'est intimement lié. Optimiser la petite machine humaine à l'échelle individuelle, c'est inévitablement impacter la dynamique de tous les systèmes sociaux dans lesquels nous évoluons. C'est indéniable, il n'y a pas de coupure entre les deux. Mais tu sais, avant de clore cette exploration, toutes ces notions de plasticité cérébrale, de reprogrammation de l'échec et de rôle informel, ça m'amène à une réflexion finale un peu vertigineuse, je t'avoue. Ah bon? Je t'écoute. Si la peur viscérale de l'échec peut être réécrite par une simple analyse de données, comme l'a fait le prof, et si notre manière de percevoir le monde ou notre façon de diriger n'est en fait qu'une adaptation de nos préférences cérébrales, et absolument pas une fatalité génétique, Où tu veux en venir? choses qu'on juge impossibles à réaliser, ne sont-elles finalement que de simples règles invisibles, dictées juste par l'habitude et par les petits rôles qu'on a endossés sans s'en rendre compte dans nos groupes informels? C'est une excellente question. Si la mécanique humaine est aussi malléable que le montrent ces études, que se passerait-il si, dès demain matin, on décidait délibérément de s'entraîner à penser selon une nouvelle couleur? Ou de changer radicalement la dynamique du groupe dans lequel on s'est laissé enfermer. Exactement. Les limites de ce qui est réalisable, tant sur le plan personnel que collectif, pourraient bien n'être qu'une simple illusion. C'est un sacré sujet de réflexion pour ceux qui nous écoutent. La question mérite vraiment d'être posée, et surtout explorée par quiconque s'intéresse à ces dynamiques passionnantes. La curiosité reste notre meilleur outil d'évolution, alors continuez à creuser ces concepts et à challenger les évidences qu'on vous présente. Merci pour cette analyse et à la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.